19h30 à Paris, 20h30 à Tel Aviv, seconde partie de ces conversations et nous retrouvons nos décrypteurs du mardi. Jean-Paul Antoven, éditeur et écrivain, bonsoir mon cher Jean-Paul. François-Xavier Bellamy, professeur en philosophie, bonsoir François-Xavier. Merci d'être avec nous l'un et l'autre et on va commencer par une question en mettant clairement les pieds dans le plat. L'Occident est-il fichu? Cette question, on peut se la poser à la lecture des thèses défendues par Bernard-Henri Lévy dans sa nouvelle réflexion « L'Empire et les cinq rois » qui sort demain aux éditions Grasset. Sa thèse, avec le déclin des États-Unis et de l'Europe, cinq rois de Perse, de Turquie, de Chine, de Russie ou d'Arabie vont ressusciter leur royaume de leurs cendres. Jean-Paul Antoven, il faut reconnaître à Bernard-Henri Lévy un talent. À chaque fois qu'il sort un ouvrage, il arrive à planter un débat et à faire polémique. Si vous me permettez, il n'y a pas encore de polémique. Et première chose, ce n'est pas, c'est pas son thème le plus... C'est l'Express qui titre L'Occident est-il fichu? Bernard écrit un livre beaucoup plus savant, beaucoup plus complexe que cette question de magazine, malgré tout. Ce sont les thèmes que l'on a dans l'Express. Voilà, l'ouvrage va apparaître demain en librairie, on en saura plus. C'est un livre qui parle beaucoup d'autre chose. C'est un, comme le disait ce matin dans La Croix François Sureau, c'est un livre qui dose à la fois le prophétisme et la raison. Et vous savez que Bernard-Henri Lévy a été toujours très impliqué dans l'affaire kurde, qui dure depuis des années. Il a fait 2 films sur ce thème, des films magnifiques d'ailleurs. Et Bernard s'est toujours intéressé à ce qu'il appelle les peuples en trop, c'est-à-dire des peuples qui gênent tout le monde. Évidemment, il y en a quelques-uns dans l'histoire comme ça, n'est-ce pas? Mais il faut dire que les Kurdes gênent beaucoup de monde, à commencer par leurs voisins immédiats, qui depuis les traités de 1918 s'arrangent pour que leur État ne soit pas acquis. Et donc, c'est la question, mais c'est pas simplement la question, parce que Bernard fait un traité on pourrait appeler ça de la géophilosophie, de la géométaphysique, je ne sais pas, ou dans la grande tradition des philosophes de l'histoire, à la Toynbee, si vous voulez, il essaie de voir ce qui se passe entre, d'une part, un empire qui s'affaisse, l'empire c'est les États-Unis, qui s'affaisse non pas simplement avec Trump, ça avait commencé avec Obama, où l'Amérique se montre infidèle à ce que Bernard-Henri Lévy appelle ses fondements virgiliens. Vous savez que dans l'Énéide, Virgile raconte comment Énée, partant de Troie en flammes, a fondé Rome. De la même façon, les États-Unis, virgiliens à leur tour, ont fondé les États-Unis en partant d'une Europe en proie à 1000 tourments pour faire quelque chose de neuf. Or, cette Amérique-là est infidèle à ses valeurs originelles. Et c'est à ce moment-là que 5 rois en profitent. Ils en profitent pour élargir leur précaré. Or, le malentendu et le dommage, c'est que ces 5 rois ne sont pas du tout des démocraties. Ouais. Vous avez nommé tout à l'heure, ça m'amuse d'ailleurs parce que vous avez nommé la Russie, l'Arabie Saoudite, Chine, Iran, Turquie et pays arabes propagateurs de l'islam radical. Pardonnez-moi, vous avez nommé la Perse quand vous avez dit ça. Or, vous avez nommé la Perse. Or, ça c'est intitulé dans l'article, exactement. Ce qui est l'Iran aujourd'hui. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy rappelle l'origine du mot Iran. Exactement, je crois que c'est dans les années 30 qu'à la demande expresse des nazis, ça s'est appelé Iran, c'est-à-dire le pays des Ariens. Donc c'est un livre d'une ampleur assez stupéfiante pour brasser toutes ces questions-là. Alors évidemment, ça contrariera les spécialistes de la réalpolitique, plein de gens, mais il n'empêche, comme vous le dites, que le débat est lancé, je l'espère, pour le plus grand bien de ce peuple en trop. Lançons le débat. Avant de parler de ce peuple en trop, en l'occurrence les Kurdes, peut-être une question d'abord globale à vous, François-Xavier Bellamy. Est-ce que vous partagez cette position qui est de dire, au fond, le déclin américain est en train de profiter à ces 5 rois? Quand on dit les 5 rois, c'est une façon d'évoquer la Chine, Russie ou encore les pays arabes propagateurs de l'islam radical. Personnellement, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Jean-Paul Antoven à l'instant. Il y a une tradition de la géo-histoire, de la géophilosophie, de la géométaphysique, et elle n'a jamais été aussi décriée par la doxa universitaire. Elle n'a pourtant jamais été aussi nécessaire parce que nous traversons un moment de basculement très profond. Et c'est ce qu'on peut attendre de mieux, du coup, dans ce moment d'incertitude. C'est ce qu'on peut attendre de mieux, sans doute, de la philosophie, qu'elle vienne se saisir du réel et tenter de l'éclairer par les grandes tendances qui peuvent le traverser. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de travailler sur le détail des faits, mais
à un certain point, le détail des faits nous éloigne de la vérité et il faut faire ce pas de recul pour voir le tableau d'ensemble. Et ce tableau d'ensemble, il nous est vraiment indispensable. Il nous est en tous les cas indispensable d'essayer de le penser parce que, effectivement, la fragilité du monde occidental et la fragilité des États-Unis, qui depuis 1919 en était le porte-drapeau, est en train de transformer très profondément la donne internationale. Alors, on peut commenter au jour le jour comme Christian Mallard le fait sur votre plateau avec brio, et c'est nécessaire pour essayer de comprendre ce qui se passe au quotidien, mais il faut sans doute aussi s'inspirer de ce travail-là pour pouvoir en faire la matière d'un tableau plus global. Et c'est d'autant plus nécessaire que c'est cela qui nous conduit aussi à prendre des positions ensuite qui soient, comme citoyens, comme dirigeants, plus responsables, notamment par rapport à ces peuples dont nous faisons trop souvent, malheureusement, les instruments de nos desseins, instruments qu'ensuite nous écartons avec une forme de brutalité inouïe, ce qui est en train de se produire avec les Kurdes, par exemple. En l'occurrence, ce sont les Kurdes. D'ailleurs, Bernard Lévy rappelle qu'aujourd'hui, il faudrait un Kurdistan, tout simplement pour qu'il y ait, dans la région, un second État démocratique après l'État d'Israël. Bien sûr. Jean-Paul. Bien sûr, oui, mais je pense que enfin, un État, c'est peut-être une idée de la raison, un peu lointaine, mais des autonomies et surtout qu'on arrête la façon dont ils sont massacrés en rappelant jour après jour qu'ils ont été les premiers à se battre et à nous débarrasser des terroristes de l'État islamique. Et aujourd'hui, on voit ce que Erdogan leur adresse. Je pense que Erdogan est fort, comme on le dit souvent, de tous les dictateurs, ils ne sont forts que de notre faiblesse. En la circonstance, je pense que en élevant un petit peu la voix contre un allié, après tout, nous avons 1000 moyens de rétorsion, y compris pour un pays à l'intérieur de l'OTAN qui est notre Mais l'Europe, les Occidentaux sont coupables aujourd'hui d'avoir abandonné les Kurdes? Ah oui, c'est incontestable. Bien sûr. C'est une tâche indélébile. La métaphore de Munich est souvent galvaudée, mais elle a rarement été aussi justifiée. Et là, il se passe quelque chose d'encore pire, si je peux me permettre, que Munich, parce que Munich, nous avons abandonné des peuples à la férule nazie, mais en l'occurrence ici, comme vous le rappeliez avec une vérité terriblement cruelle pour nous, nous avons utilisé les Kurdes, en tous les cas, ils ont été ceux par qui nous sommes libérés aujourd'hui de l'État islamique, et avec une espèce d'ingratitude monstrueuse, nous les abandonnons aujourd'hui à la violence de l'État turc. Et d'ailleurs, Erdogan se débarrasse des Kurdes et laisse à la place s'installer des troupes plus ou moins liées à l'État islamique. Donc ça recommence. Et ce signe de faiblesse, n'ayons pas peur de le dire, est aussi une faute contre notre propre avenir, parce que nous savons très bien qu'Erdogan il vient faire des meetings en Europe, il utilise la communauté turque d'Europe pour pouvoir demain imposer aussi ses vues dans nos propres... Bernard-Henri Lévy rappelait récemment qu'il avait même mis en garde Angela Merkel en disant qu'il sera périlleux de se promener dans les rues, c'est-à-dire un appel explicite au terrorisme. Et tout ça est admirablement mis en perspective dans cet essai qui je l'espère, enfin je le devine, fera un peu de bruit. Et qui sort demain en librairie. On l'évoquait en première partie de cette émission avec Aurore Berger, j'aimerais bien qu'on en parle avec vous maintenant. C'est cette étude du CNRS. Aux résultats inquiétants, elle s'articule autour notamment d'une question. Les lycéens de France sont-ils tentés par la violence et la radicalité religieuse? C'est la question que se sont posées deux sociologues, Anne Muxel et Olivier Galland, au lendemain des attentats de 2015. Et on va regarder ensemble quelques-uns des résultats de cette étude, et j'aimerais ensuite avoir votre réaction à l'un et à l'autre. 10% des lycéens estiment qu'il peut être acceptable de combattre les armes à la main pour sa religion. Ils sont 20% parmi les jeunes des confessions musulmanes. Alors on va préciser que cette étude n'a pas été faite dans toute la France. C'est une certaine population, notamment de jeunes dans des quartiers sensibles, comme on dit, ou dans des quartiers en difficulté. En tout cas, François-Xavier Bellamy, c'est peut-être la première fois qu'on a des chiffres qui sont posés sur des données qui étaient jusqu'à présent simplement des témoignages. Ce n'est pas tout à fait la première fois. D'abord parce qu'on avait déjà eu des statistiques, notamment celle de l'Institut Montaigne, qui avait fait une enquête qui déjà avait fait grand bruit sur la montée du radicalisme à l'intérieur de la communauté musulmane. Ce n'est pas non plus la première fois, au sens où les témoignages de terrain, pour le coup, ils sont infiniment nombreux. Mais c'est ça, les témoignages, on a eu beaucoup, mais que le CNRS se pose ainsi sur cette question, c'est la première fois. Voilà, depuis la 2002, les territoires perdus de la République, la sortie en librairie. Depuis la minute de silence de l'après Charlie Hebdo, qui avait fait tellement de bruit pour une minute de silence, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une partie de la jeunesse qui est très clairement
gangrenée par l'islam radical. Il faut nommer les choses comme elles sont. Et d'ailleurs, ce que montre ce reportage et cette enquête du CNRS avec tellement de précision, c'est que aujourd'hui, une partie conséquente des jeunes issus de la communauté musulmane sont susceptibles de justifier les attentats qui ont été commis sur le sol français, de leur donner une légitimité et de se placer plutôt du côté des frères Kouachi que du côté de Charlie Hebdo. Ils sont, je crois, l'expression qui vient beaucoup. Oui, l'expression qui revient beaucoup, c'est Charlie, ils l'ont cherché. 35% à considérer que Charlie Hebdo est responsable de l'attentat qui s'est produit. Donc on est clairement devant une fracture massive. Et maintenant, il faut évidemment prendre en charge ce problème avec une vraie lucidité, ne pas se réfugier derrière le vocable de la laïcité. Nous ne sommes pas devant un problème de laïcité, nous sommes devant le problème de l'islam radical. Jean-Paul Antoven. Ça a déjà commencé, le déni, sur cette enquête. Pas plus tard que dans Le Monde de ce soir, il y a un papier pour dire que c'est de l'islamophobie. Évidemment, pas plus tard que ce soir, d'un monsieur Simon, qui est lui-même tout à fait compétent et sociologue. Non, vous savez, il y a eu ce grand débat, est-ce qu'on est en présence d'une islamisation de la radicalité, d'une radicalisation de l'islam? En vérité, c'est que il y a dans l'islam de France, et je dis pas simplement l'islamisme, chez les jeunes gens qui ont sucé le lait de l'islam, il y a une prédisposition à accorder un primat aux faits religieux sur la République, qui est un symptôme qui compte parmi les plus inquiétants qu'on puisse avoir. On va donner les chiffres, Jean-Paul, révélés justement par cette étude. 11% des adolescents interrogés pensent qu'il y a une seule vraie religion et que celle-ci a raison contre la science. Ce chiffre passe à 32% chez les musulmans, donc 81% estiment que c'est plutôt la religion qui a raison sur la question de la création du monde. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs confrontations entre des idées. Il y a plusieurs choses. Alors d'abord, évidemment, cet islam-là est créationniste, c'est-à-dire Darwin, on ne connaît pas, premièrement, et surtout dans l'ordre des mœurs. L'homophobie est totale, et ainsi de suite. Donc, mais d'ores et déjà, comme je vous le disais, la riposte, entre guillemets, progressiste se fait entendre, puisqu'on commence par dire que ces éminents sociologues du CNRS, évidemment, ne tiennent pas compte, ont choisi comme critère l'appartenance à l'islam, appartenance ou la non-appartenance, sans tenir compte des discriminations sociales dont ils font l'objet dans la société, des vexations dont ils font l'objet, qui pourraient justifier certaines formes de radicalité. On cherche déjà des excuses. C'est-à-dire que la culture de l'excuse, une fois de plus, prend le pouvoir, et le pouvoir intellectuel, et on peut penser que c'est ce son-là qui va dominer. Néanmoins, il y a ces chiffres, personne ne pourra les contester, et c'est très inquiétant. François-Xavier Bellamy, le constat qui est délivré par ces chiffres, c'est aussi un immense échec aujourd'hui de la République. Bien sûr, c'est un échec gigantesque, et notamment un échec de notre école, puisque ça n'est pas pour rien que ce travail est mené dans des établissements scolaires, à l'intérieur de lycées. C'est la jeunesse, qui d'ailleurs ne sont pas singulièrement des lycées défavorisés ou en difficulté, mais qui sont des lycées français moyens avec un échantillonnage qui a pour but d'exprimer la réalité de la population lycéenne aujourd'hui. Ça s'est passé en région lilloise, Île-de-France, Académie d'Aix-Marseille, également à Dijon. C'est un échec évidemment de notre système scolaire et pour ma part, je crois qu'il faut faire attention aux chiffres qui sont employés parce que certains me paraissent n'être de façon mineure des causes de problèmes. Je crois par exemple que si 10% des jeunes, 11% des jeunes interrogés considèrent qu'il n'y a qu'une seule vraie religion, à titre personnel, je dirais que ça ne me choque pas énormément. C'est-à-dire quand on adhère à une confession religieuse, il n'est pas totalement aberrant de penser qu'on adhère à une religion qui est vraie parce que sinon on n'est pas authentiquement croyant. Le vrai problème, c'est la contradiction massive qu'il y a entre certaines des affirmations qui sont censées être inhérentes à cette affirmation religieuse et notre vie républicaine, notre vie démocratique, notre vie sociale pacifique. Il y a pour le coup un problème massif quand on dit qu'il est normal de prendre les armes pour défendre sa religion. Et c'est là que notre République doit se montrer intraitable. Et là, nous avons un problème de fond dans la réponse qui est apportée. Je suis entièrement d'accord avec ce que disait Jean-Paul, bien sûr. Je crois que la culture du déni a duré trop longtemps.
Elle s'est exprimée d'ailleurs, souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps que ça, dans la bouche de celui qui est aujourd'hui notre président de la République et qui avait expliqué que le problème de la communautarisation de l'islam et de sa radicalisation était essentiellement un problème social et économique. Je crois aujourd'hui qu'il est temps que nos gouvernants, que nos élites, Emmanuel Macron a toujours du mal à s'exprimer. On attend toujours d'ailleurs qu'il en parle. On va finir par évoquer les uns et les autres le mouvement qui touche toute la France depuis hier soir, cette grève perlée. Une expression d'ailleurs assez politique, alors que la galère, elle est réelle. Elle va durer 3 mois pour des usagers pris un otage dans un bras de fer qui se joue entre syndicats et gouvernement. On a compté ce matin 428 kilomètres de bouchons rien qu'en Ile-de-France. En face, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, l'a dit ce matin sur BFM TV. Le gouvernement ira jusqu'au bout de sa réforme et pas question de privatiser. Je pense d'abord aux usagers qui ont besoin des trains pour aller au travail et qui aujourd'hui sont dans la galère et qui ne comprennent pas les raisons de cette grève. Est-ce qu'on va privatiser la SNCF ? La réponse est non. La SNCF est une entreprise publique et ça restera une entreprise publique. Est-ce qu'on fragilise le service public ? La réponse est non. On va investir plus qu'on ne l'a jamais fait pour améliorer le réseau, réparer les caténaires, les rails, 36 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. C'est 50% de plus que ce qu'on a fait au cours des 10 dernières années. François-Xavier Bellamy, le gouvernement va aller jusqu'au bout, les syndicats aussi. On a l'impression, je ne sais pas comment on va en sortir. Au bout de quoi ? En fait, c'est vrai qu'on est devant quelque chose d'extrêmement confus et je pense que nous sommes tous un peu perdus devant les enjeux qui se présentent à nous. Je crois que le gouvernement a sans doute fait un mauvais pari en mélangeant tous les sujets à la fois. Il y a effectivement un sujet qui est social et qui est celui du fait que nous vivons dans un État qui a besoin de rééquilibrer ses comptes publics. Nous vivons aussi dans un État qui est en demande de plus d'équité. Il est normal que pour chaque heure travaillée, nous puissions avoir accès aux mêmes droits. Et de ce point de vue-là, il y avait certains ajustements, certains rééquilibrages essentiels à faire. Mais il y a aussi un sujet majeur qui est celui de l'investissement pour notre avenir, de la manière dont nous pensons les déplacements de demain. Et je crois qu'on peut très bien avoir des positions différentes sur ces différents sujets. En voulant tout mélanger, il me semble que à force d'appeler cela la réforme, avec un grand R, on a beaucoup de mal. On est vraiment au cœur d'un sujet majeur aujourd'hui dans la vie politique française, qui est effectivement que la réforme est devenue un but en soi. Ouais. Mais réformer n'est pas un but en soi. La question, c'est où voulons-nous aller ? Vers quel modèle ? Vers quel univers voulons-nous nous diriger ? Vers quelle construction politique? Et de fait, la question des transports est un sujet politique. On voit bien aujourd'hui que la France périphérique est dans une situation de marginalisation. Et je ne crois pas que le rapport Spinetta, dont on a tellement parlé, soit la meilleure manière d'aborder cette question de notre avenir commun sur le plan de la politique des transports. Mais le langage de la riposte, en l'occurrence cette grève qui a commencé hier soir et qui va durer 3 mois de manière sporadique, est-ce que Jean-Paul Enthoven s'est encore adapté aujourd'hui Écoutez, moi je regarde avec nostalgie ce qui se passe chez nos voisins, ce qui se passe en Allemagne particulièrement, et c'est consternant de ce point de vue-là. Et ce qui m'a frappé dans ce débat-là, j'ai réalisé récemment, ça a été rappelé dans les journaux, le discours que Pierre Bourdieu avait fait dans un local de la SNCF en 95 lors des grandes grèves. Il était monté sur un tonneau, vous savez que le tonneau ça a une grande importance dans l'histoire des idées, Diogène, Sartre, voilà. Et donc Bourdieu était monté sur un tonneau et il avait fustigé les réformes Juppé à l'époque, comme aujourd'hui Monsieur Martinez fustige le réformisme de Macron. Et d'ailleurs, mais il y avait eu un appel d'intellectuels en 95 dont Bourdieu était l'un des signataires. Il y en a aujourd'hui. Ce qui est très amusant, c'est pas ça, c'est que Bourdieu s'en prenait à un philosophe dans son livre. C'était Paul Ricoeur. Dans son texte. Et c'est très amusant de voir qu'il s'en prenait donc à l'inspirateur, au maître à penser de l'actuel président de la République. Non, tout ça pour dire que ce problème de la réforme, moi ça ne me gêne pas que ce soit la réforme, que le gouvernement ait été maladroit en tout additionnant peut-être, mais c'est l'éternité d'un affrontement. Il faut que l'une de ces deux France l'emporte sur l'autre. Voilà. Je n'y peux rien. Et les utilisateurs vont être coincés au milieu de cette bataille. Voilà. En quelque sorte. On ne joue pas au jeu des intuitions, non, c'est pas la peine. Sur la fin, oui. En un mot? Ah non, non. Moi, je suis
pessimiste dans les relations intersubjectives et optimiste globalement. Je pense que la raison l'emportera et que les réformes passeront. Bon, à suivre donc. En tout cas, la réalité, c'est ce que nous subissons. En l'occurrence, pour demain, un TGV sur 7, un TER et un Transilien sur 5. Ce sont les prévisions de la SNCF. Jeudi, le trafic sera quasi normal, nous dit-on, mais tout de même de légères perturbations. Ça, c'est la réalité des prochaines 24 heures. On passe maintenant à l'édito de notre cher Christian Mallard. Israël a droit à un État. La phrase pourrait paraître somme toute banale en 2018, sauf qu'elle émane du prince héritier saoudien. Pourquoi donc l'Arabie saoudite manifeste tant le besoin de se rapprocher de l'État hébreu? On fait le point avec Betsabé Salem. L'interview à The Atlantic a de quoi faire grincer les dents dans le monde arabe. Le prince héritier y estime qu'Israël a le droit de vivre en paix sur son territoire. Je pense que les Palestiniens et les Israéliens ont droit à leur propre terre, mais nous devons obtenir un accord de paix pour garantir la stabilité de chacun et entretenir des relations normales. Un nouveau signe donc de rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite. Les relations entre les deux pays ont profité d'un ennemi commun, l'Iran chiite. Ainsi, le mois dernier, Riyad a pour la première fois ouvert son espace commercial aérien à des vols israéliens après 2 années de négociations. Malgré tout, l'Arabie saoudite, qui abrite plusieurs lieux saints de l'islam, ne reconnaît pas Israël. Riyad demande le retrait des forces israéliennes des territoires occupés depuis 1967 que les Palestiniens revendiquent pour leur État. Riyad condamne en outre la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Nous avons des inquiétudes religieuses concernant la mosquée sacrée à Jérusalem et concernant le droit des Palestiniens. Nous n'avons d'objection contre aucun autre peuple. Au-delà de leur portée diplomatique, ces déclarations entretiennent l'image de grands réformateurs de MBS. Mohamed Ben Salman, 32 ans, propulsé en juin 2017 par son père, le roi Salman, au rang de prince héritier du royaume wahhabite. Il a multiplié ces dernières années les initiatives visant à faire de l'Arabie saoudite un pays aussi moderne que les Émirats arabes unis frontaliers. Comme quand en septembre 2017, il signe un décret qui autorise les femmes à conduire, ou que le mois d'après, il appelle au retour d'un islam modéré. La vision de MBS d'une Arabie moderne passe aussi par un chantier économique. Si l'objectif du prince héritier est de sortir le royaume de sa dépendance au pétrole, il cherche aussi des partenaires. Il a d'ailleurs souligné qu'Israël était une grande économie en pleine croissance. Christian Mallard, bonsoir. Bonsoir Benjamin. L'Arabie saoudite qui reconnaît le droit d'Israël à avoir un État, c'est quoi, c'est un retournement diplomatique? C'est la première fois que cela est dit aussi clairement, et surtout par l'actuel homme fort de l'Arabie saoudite, le prince héritier Mohamed bin Salman, qui veut, vous le savez, réformer son pays, le moderniser, dépoussiérer sa politique plutôt rigide et hermétique jusqu'alors. Il dit, je le cite, je crois que ça mérite, « Les Israéliens ont le droit d'avoir leur propre État-nation, au moins en partie sur les territoires sur lesquels ils revendiquent une présence historique. » Il parle bien sûr, c'est normal, des droits des Palestiniens. Et puis il y a ces 2 phrases fortes. Je n'ai aucune objection religieuse quant à l'existence de l'État d'Israël et l'Arabie saoudite n'a pas de problème avec les Juifs. Il fallait que cela fût dit. Christian, c'est quoi? C'est la guerre commune face à l'Iran qui est en train de rapprocher aujourd'hui l'Arabie saoudite et Israël? Vous avez tout compris. Avec la menace de l'expansionnisme iranien sur le Moyen-Orient, on parlait jusqu'alors de collusion souterraine entre Israël, l'Arabie saoudite et les monarchies sunnites du Golfe. Maintenant, il faut parler d'alliance ouverte contre l'ennemi commun chiite. Et ce rapprochement permet de redessiner un équilibre régional au moment où les Palestiniens ne veulent plus les États-Unis comme médiateurs de paix. Et de son côté, Benyamin Netanyahou, on l'a vu, enfonce le clou en déclarant, je le cite, « Israël est l'indispensable allié des pays arabes face à l'Iran. » Et c'est vrai qu'Israël, avec sa puissance militaire et sa force de dissuasion nucléaire, est omniprésent. Ça veut dire quoi, Christian? Qu'on pourra peut-être remettre sur la table un plan de paix saoudien comme cela avait été fait au début des années 2000? Oui, en mars 2002, à Beyrouth, les Saoudiens avaient en effet proposé un plan de paix qui stipulait la reconnaissance de l'existence d'Israël par les pays de la Ligue arabe, les 23 pays de la Ligue arabe, en échange du retrait israélien des territoires occupés depuis la guerre des 6 jours, donc vous le savez, en 67. Et à l'époque, je m'en souviens très bien, j'étais à Beyrouth, Ariel Sharon avait balayé tout ça d'un revers de main. Mais depuis, les Saoudiens ont voulu ressortir ce plan du tiroir en proposant à Israël la négociation de certaines parties de territoire qui permettraient d'assurer à Israël ce que j'appelle l'ultra-sécuritaire. Reste
bien entendu, le problème du statut de Jérusalem. Et il constitue une pomme de discorde après la décision américaine de faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Mais je crois aujourd'hui que les Saoudiens peuvent essayer d'amener un modus vivendi palestinien et israélien sur ce point crucial pour la paix et la stabilité de la région. Et la suite sera très intéressante à suivre. Merci Christian Manard. Il est rentré dans ce studio en me disant qu'il était très inspiré ce soir, ce qui me fait généralement peur. Bonsoir Antoine Bueno. Bonsoir tout le monde. Alors on comprend de la chronique de Christian que les choses sont en train d'évoluer. Hein. Ah bon? Voilà, c'est ça. Alors sinon, non, je voudrais commencer par un petit coup de gueule, parce que c'est vrai que ça fait des mois et des mois qu'on parle que de trains. Des trains qui sifflent une fois, 2 fois, 3 fois. Des trains qui en cachent d'autres. En attendant, les trains, ils circulent plus. Il n'y a plus que les rumeurs. Les rumeurs qui vont... Bon train. Voilà, exactement. Alors moi, j'ai envie de leur botter. Leur train, voilà, leur beauté, leur train, qu'on n'entende plus parler de train, qu'on puisse le reprendre, hein, normalement, le train, et repousser notre train-train. Voilà, notre train-train. Alors, ceci dit, on a reçu... voilà, merci pour ça, Xavier. Je savais qu'un jour, tu réussirais à en placer une. Alors, on a reçu Aurore Berger. Alors, je ne savais pas, le père, c'est quelqu'un de mythique. Hein, c'est la voix de Sylvester Stallone. Et finalement, elle fait exactement le même métier. Hein, c'est la voix d'En Marche. C'est à peu près, d'ailleurs, la même tessiture, hein, quand on suit bien ce que fait le gouvernement. Et le cœur de l'émission, c'était très intéressant, d'ailleurs, sur les peuples méconnus à partir du livre de BHL. C'est vrai que les Kurdes, c'est un peuple méconnu. Hein, on les connaît très peu. À part Christian, qui connaît un Kurde, hein, moi, je n'en connais pas. Je pense que autour de cette table, peu de gens connaissent des Kurdes. Qui s'habille kurde ? Je ne sais pas. Qui mange kurde, qui est le Tolstoï kurde, peut-être qu'il y en a un, mais on ne l'a pas lu. Qui est le Johnny Hallyday kurde, je ne sais pas. Les Kurdes rêvent-ils? Les Kurdes ont-ils une âme? À quoi pense un Kurde quand il se fait tuer par un Turc? Parce que pour l'instant, j'ai plus beaucoup de temps. C'est dommage, parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur les Kurdes. Je pense que le mot kurdan vient de là. Hein, c'est le truc dont on se sert et qu'on jette après. Ce sera la blague de fin. Bravo. J'ai entendu siffler. Le train. Bravo mon cher Antoine. Merci Christian. Merci à tous. Dans un instant, Jean-Charles Banoun et à demain.